Hello et bienvenue dans Histoire d'auto, je m'appelle Vincent Desmond et dans ce podcast je vais à la rencontre de gens qui ont consacré leur vie aux bagnoles. Ils ou elles sont journalistes, photographes, illustrateurs, blogueurs ou encore youtubeurs. Ils ont un point commun, de l'essence coule dans leurs veines. Épisode après épisode, ils nous raconteront leur parcours, leurs goûts, leurs aventures motorisées, en un mot, leurs histoires d'auto. Du Japon, on connaît les Toyota, Nissan et autres Honda qui ont déferlé en Occident à partir des années 70 et 80. Mais le pays du soleil levant, c'est aussi une culture automobile très particulière et aussi codifiée que la société japonaise elle-même. Vous l'aurez compris, dans cet épisode un peu hors série, on va parler de drifto, de drift en bon français, de kei-cars, de courses illégales et aussi de tuning, car la personnalisation revêt une place très importante au Japon. Pour évoquer ce sujet, je reçois Georges Champommier. Georges est mécanicien, mais il a aussi collaboré au magazine AutoWorks, spécialisé dans les sportives nippones, et il connaît fort bien le sujet. La car culture japonaise, c'est le thème de cet épisode 23 d'Histoire d'auto. Bonjour Georges. Bonsoir, comment vas-tu ? Ça va bien et toi ? Très bien, un petit peu mouillé, vélo taf oblige par ce mois de mars surprise. Ouais, c'est ça, c'est le mois de mai en forme de mois de mars, ouais, c'est vrai que voilà, c'est un peu étrange ce temps. Bon, donc comme je le disais en intro, ça va être un épisode un peu hors série, on va pas trop parler de toi et de ton parcours, je te réinviterai pour qu'on en parle un peu mieux une prochaine fois. Là, je voulais vraiment qu'on évoque tous les deux la culture automobile japonaise, qui est vraiment, ce que je disais, un univers à part. Mais quand même, je pense que les auditeurs ne te connaissent pas ou mal. Alors peut-être en quelques mots, est-ce que tu peux te présenter et tracer un peu ton parcours, s'il te plaît ? Alors, donc moi, c'est Georges. Du coup, j'ai commencé ma vie professionnelle en compétition automobile, à la suite de laquelle, par accident à peu près, j'ai rencontré le patron du défunt magazine AutoWorks Magazine, donc qui est un magazine de tuning spécialisé dans les voitures japonaises. Et donc, on s'est très bien entendu. À la base, je suis venu filer un coup de main à l'équipe pour le Paris Tuning Show. Ouais. Au Bourget, donc ça remonte un petit peu. C'est clair. Et donc on s'est très bien entendu, et puis après j'ai proposé un coup de main pour faire des do it yourself. Donc c'est un truc que sur le papier c'est très bien, mais quand on commence à les faire, c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, il faut et bricoler, et prendre des photos, et prendre des notes. Et donc c'est pas un exercice super facile, mais c'est comme ça que j'ai commencé un petit peu dans la presse. C'était du tuto de mécanique en fait. Exactement, donc on apprenait au lecteur à monter des pièces ou à faire des réglages sur les voitures avant les sorties circuit ou des choses comme ça. Donc c'était mon introduction en fait dans l'univers du journalisme entre guillemets. Puis après l'aventure compétition automobile s'est un petit peu arrêtée. Et de là, je suis parti complètement sur AutoWorks, donc à piger de manière très régulière. Et ce qui m'a amené à partir à plusieurs reprises au Japon, notamment. Et donc, pour plein de surprises et d'émerveillements, parce que le Japon, ce qui explique ta venue sur ce podcast, donc voilà, tu es l'homme de la situation. Et voilà. Et à la suite de quoi, on a aussi fait une petite excursion dans le domaine des voitures teutones. Bon, ça n'a pas duré longtemps, avec le magazine Autobahn. Ouais. Et du coup, on a préféré se concentrer complètement sur AutoWorks, qui malheureusement a dû s'arrêter de manière un petit peu brutale il y a quelques années. Déjà, ça passe vite. Et aujourd'hui, je le disais, tu es mécanicien. Voilà, je suis mécanicien technicien pour un spécialiste Porsche. Donc, c'est un autre univers, c'est pas pareil. Mais tu travailles quand même sur de belles voitures. Sur de belles autos, voilà, tout à fait. C'est vraiment agréable. Je vais pas du tout cracher dans la soupe. Bon alors, il y a une question que les gens doivent se poser quand même. D'où te vient ta passion pour le Japon et l'automobile japonaise ? Alors, ça a commencé très tôt. Donc, mes parents m'avaient inscrit à la MJC pour des cours d'aéromodélisme. Ouais. Donc, j'avais commencé avec l'aéromodélisme et ensuite, à force de fréquenter les boutiques de modélisme, j'ai eu ces petites boîtes blanches avec des voitures que je ne connaissais pas du tout. Mmh. Donc, c'était des voitures de course, bariolées avec des couleurs très, très flashy. Donc, les Tamiya ? C'était les Tamiya à l'échelle 1/24e. Donc, avec leurs couleurs emblématiques, le bleu Tamiya, le rouge et l'étoile. Et donc, j'ai commencé à construire ces maquettes-là. Et dans ces maquettes, il y avait un livret qui était très très précis quant aux spécifications des voitures qu'on devait assembler. Et de là, je me suis mis à apprendre des tas de choses que je ne connaissais pas, quoi. Et ensuite, il y a eu, évidemment, les jeux vidéo, Gran Turismo.
Ouais, forcément. qui a été une énorme claque. Et après Gran Turismo, il y a eu l'avènement de la DSL, Internet. Bon, même si j'avais commencé à faire des petites recherches sur les véhicules que j'assemblais en maquette sur 56K, les peer-to-peer, la DSL et tout ça, ça m'a complètement absorbé. Et puis là, c'était fini, quoi. Après, il y a eu l'avènement des forums, Japan Car, Ouais. et, euh, et voilà. Mais c'est vrai à la base, j'étais plutôt française parce que mon père m'avait abonné à Échappement. Mhm. Et donc, j'ai baigné dans cette culture rallye, un peu course de côte, avec les Sincami, Ouais, les ouais. R8 Gordini et tout ça. Mhm. Et en parallèle, moi, je découvrais cet univers des voitures japonaises qui m'a complètement fasciné, quoi. Et puis, tout ce qui était, c'est surtout l'aspect technologique, tout ça qui était vraiment, à l'époque, un peu plus en avance que nos européennes, quand même. Mhm. Mhm. Et voilà, quoi, toutes ces voitures de compétition qui étaient assez impressionnantes, les voitures de JGTC à l'époque, très larges, avec des ailerons énormes déjà. C'était très visuel et ça m'a vraiment captivé, quoi. D'accord. Alors, comme je le disais en intro, la car culture japonaise est assez nébuleuse pour les gaijin. Les gaijin, c'est les étrangers, quoi, les non-japonais. Ouais. Euh, Elle est très particulière. Elle donne souvent dans la démesure, dans l'excès. Elle est très codifiée. Alors, on va essayer d'y voir un petit peu plus clair avec toi. D'abord, on le sait, la société japonaise, elle est très normée. Chacun doit un peu rester à sa place. C'est un système un petit peu oppressif. Tout à fait. Est-ce que l'auto, pour les Japonais, c'est un moyen d'expression, voire d'émancipation? Ah bah oui, 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 comme beaucoup d'autres choses dans la culture japonaise qui peuvent nous paraître très très bizarres, notamment le fait d'idolâtrer, par exemple, les race queens, des choses comme ça. Mais effectivement, la voiture, c'est un moyen de vraiment de se lâcher. Et puis, comme on va le voir plus tard, des fois de manière un peu violente, carrément, parce il y a des gens qui sont très réservés, très calmes dans la vie de tous les jours et qui, à côté de ça, se préparent des bolides capables de taper des 300 km/h sur route ouverte ou de faire un 400 mètres départ arrêté en pneu route en moins de 9 secondes. Et c'est vraiment des choses qui, on va dire, sont le reflet de la société japonaise. C'est-à-dire une personne qui, au bureau, est très calme, très réservée, ou même qui aura un cabinet de dentiste, et puis qui, le soir venu, ira faire du drift sur les routes de montagne et complètement lâcher prise, quoi. C'est marrant parce qu'en Occident, je parle de l'Occident au Mhm. sens large, ça englobe l'Amérique du Nord ou l'Europe. La passion automobile, c'est surtout la pratique comme ça, un peu borderline, c'est le fait on va dire, c'est un peu une sous-culture, quoi. Tandis que là, on a vraiment l'impression qu'effectivement, ça pénètre à peu près tous les niveaux de la société japonaise. Exactement, exactement. Donc du petit voyou d'Osaka qui va complètement tuner sa Civic et qui va arpenter la Loop One d'Osaka à fond les ballons dans une Civic qui fera un bruit de tous les diables, au cadre qui lui va préparer peut-être même une voiture d'import, une BMW M3 et qui lui va complètement lâcher prise sur Ashiba, près dans la baie de Tokyo. Et ouais, ça touche vraiment toutes les couches, quoi, populaires ou aisées. Et c'est vraiment ça qui est fou, quoi. Même comme on aimait bien le dire avec les voitures entre guillemets de pouilleux, ça c'est plus le nord du Japon, Sendai, où vraiment Ouais. on a des gens qui sont un petit peu, on va dire, rustres, mais qui à côté de ça se préparent des voitures pour aller faire du drift, par exemple à Ibisu ou des petits circuits comme ça, mais aussi bien sûr sur route ouverte. Et donc comme ouais voilà, ça touche vraiment toutes les couches de la société, y compris les femmes, les nanas, comme on dit. Ah bah, j'allais t'en parler justement. Ouais. J'allais justement t'en parler parce que tous ceux qui ont lu Stupeur et Tremblement d'Amélie Nothomb ou qui ont vu son adaptation au cinéma, ils l'auront compris, hein, la société japonaise est quand même assez misogyne, les femmes ayant une place assez particulière, enfin en gros, voilà, il faut qu'elles deviennent épouses et mères assez rapidement. Dans l'univers auto, quelle est la place des femmes au Japon? Et ben alors sur circuit, on a fait beaucoup de sorties circuit au Japon. Et puis on voit beaucoup de femmes s'occuper elles-mêmes de leur voiture, de leur petit business, et puis les gars à côté enfin c'est comme si c'était un homme, quoi. Enfin je veux dire, il y a aucune différence dans le milieu sur piste, il y a vraiment pas de différence, quoi. Moi j'ai vu Sumika Kubokawa monter des pneus avec son bébé sur le dos, sans que personne, par exemple, aille lui proposer un coup de main ou quoi.
Donc elle était là C'est avec fou. la machine à pneus en train de monter ses pneus pour aller drifter plus tard avec l'enfant sur le dos, quoi. Et non, très très pas mal d'indépendance sur piste, monter les roues, tout ça, et pas de problème, vidanger. Et j'en ai vraiment vu pas mal, quoi. Enfin, du moins beaucoup plus qu'en France sur piste. Mais alors à côté de ça, on va pas Ouais, non plus cacher la réalité. Il y a vraiment nous, par exemple, en F1, on a supprimé les grid girls, au Mans aussi depuis quelques années déjà. ouais, ouais. Mais alors au Super GT, les grid girls, c'est vraiment un culte à part entière, quoi. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui vont plus s'intéresser aux grid girls que à la compétition en elle-même. Donc c'est les deux penchants un petit peu des femmes dans le milieu de l'automobile au Japon, quoi. C'est-à-dire que d'un côté, on a les femmes super indépendantes qui font leur propre business, qui sont tac tac, qui font leurs choses comme elles veulent, et puis on va pas les déranger. Et puis de l'autre côté, on a les femmes un petit peu vues comme des pots de fleurs, quoi. Et ça reste encore assez bien accepté, toléré. Je veux dire, il y a pas de, on se pose pas trop la question encore de savoir si, enfin, c'est même pas à l'ordre du jour, quoi, de supprimer les grid girls ou non. Le Japon, terre de contraste. Voilà, exactement. Bon, et justement, tu commençais à aborder le sujet. Est-ce qu'on peut dire que le drift est né au Japon? Il y a toujours, je pense qu'il y a eu partout, il y a eu des voitures de sport. Je pense qu'il y a eu du drift. Je pense qu'il y a eu des gens qui ont mis des R4 en travers et voilà. Mais il y avait pas encore on n'avait pas donné de nom à ça. Mais c'est vrai qu'au Japon, il y a eu des personnalités qui ont su euh, porter la discipline, on va dire, de manière officielle dans la compétition. Mhm. Donc je pense notamment à Keiichi Tsuchiya, mais il y a aussi Nob, donc Nobuteru Taniguchi, qui lui avait commencé dans les montagnes à déraper, mais je pense que c'est vraiment né de manière collective. C'est pas un gars un jour qui s'est dit tiens, je vais mettre ma voiture en travers. C'est-à-dire qu'il y a un moment où ils essayaient d'aller le plus vite possible sur les routes de montagne. Il y en a un qui s'est rendu compte que ah bah tiens, en glissant ça passait beaucoup plus fort. Et puis ça s'est popularisé comme ça. Et de fil en aiguille, comme je disais, certaines personnes l'ont porté en compétition avec plus ou moins de succès. Et voilà, c'est vrai que le drift, c'est très très visuel, c'est impressionnant. Mhm. Donc ça aurait été dommage pour un magazine automobile de ne pas, entre guillemets, surfer sur la vague ou de ne pas essayer de porter le mouvement un peu plus haut, quoi. Et c'est ce qui a été très 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 bien fait au Japon avec des compétitions locales, des compétitions nationales, qui au départ étaient très très routes. Enfin, la sécurité était très minime. Il n'y avait pas du tout de radar pour la vitesse. Enfin, ça arrivait relativement tard dans la discipline quand même, les radars pour calculer la vitesse. Et c'est seulement après, quand on a introduit la télémétrie, où là c'est devenu un petit peu l'usine, un petit peu l'usine, ouais. On a mis des radars et là on voyait des vitesses de déclenchement de drift à plus de 200 km/h. Et Ah, la en vache. fait, à partir du moment où le drift est devenu, comment dire, où on a posé des chiffres sur la performance du drift, c'est-à-dire les angles, les vitesses, les G, c'est devenu un peu moins palpitant, un peu moins excitant. Alors qu'avant, c'était vraiment du patinage artistique, c'était au jugé des juges, enfin, c'était les juges qui donnaient vraiment leur avis. C'était vraiment subjectif. Ouais. Il y avait un peu plus de poésie, un peu plus d'âme, quoi. Alors que maintenant, je vais pas dire que c'était mieux avant, mais c'est pas pareil. Et alors, comment ça se passe? Parce que nous, chez nous, les compétitions de drift, on va dire que c'est rarissime. C'est vraiment, encore une fois, c'est une pratique qui est archi minoritaire. Mais là-bas, il y a Mhm. énormément de disciplines à tous les niveaux. Comment ça fonctionne une compète de drift au Japon? Bah, alors c'est pareil. Comme je disais, il y a encore une fois plusieurs niveaux de compétition. Donc, il y a les compétitions régionales. Euh, Après, il y a les compétitions nationales, le D1GP qui est vraiment la F1 du drift, où on a limite à faire à des dragsters avec des puissances de plus de 1000 chevaux. Donc souvent, pareil, la sécurité, c'est pas non plus encore maintenant, c'est pas non plus top top, parce que ça a souvent lieu sur des parkings Oui. avec des voitures de 1000 chevaux quand même, avec juste des barrières en béton qui séparent, qui séparent un petit peu le public des voitures. Mais donc, en fait, tu voulais plus savoir, Ah, avoir je sais pas quels sont sur le déroulement, en fait. ouais, comment ça marche, quels sont justement les critères de notation. Tu parlais Mhm. de juge, explique-nous un peu ça. Bah alors ouais, au départ, c'était vraiment au jugé, où il y avait des pilotes professionnels qui étaient dans les tribunes avec un micro et qui commentaient en direct les performances des pilotes. Et puis, ils s'amusaient aussi à mettre des petites difficultés, c'est-à-dire que
sur un virage où on aurait une tendance naturelle à prendre le point de corde avec le plus d'angle possible, bah là, ils vont se dire, non, nous, on veut que vous ayez le plus d'angle possible à l'entrée du virage, et après que vous continuez à maintenir le drift jusqu'au clipping point, jusqu'au point de corde. Et puis, en fait, ils vont déterminer des trajectoires et des angles selon le virage. Et à partir de là, la personne qui aura le mieux réalisé ce petit défi sera récompensée. Et donc, ça, c'est vraiment pas évident. Déjà, drifter, c'est pas super simple, mais Ouais, je drifter confirme. de manière pas naturelle, c'est-à-dire de manière imposée, Hmm. c'est vraiment un autre niveau. Ouais, c'est comme les figures imposées du patinage artistique, quoi. Exactement, exactement. Et maintenant, il y a la télémétrie donc qui enregistre les angles, les vitesses de déclenchement, les jets, et c'est ce qui implique que les voitures sont de plus en plus sophistiquées, qu'elles ont beaucoup plus de puissance, mais en même temps, il faut avoir énormément de puissance et de couple, mais aussi beaucoup de grip. Donc, on a quasiment affaire en fait à des dragsters pour avoir énormément de motricité, ce qui peut paraître complètement paradoxal, mais en même temps un énorme angle de braquage. En gros, maintenant, le drift, c'est des dragsters qui peuvent beaucoup tourner, en fait, avec un énorme angle de braquage. C'est tout là l'art, un petit peu, de mettre au point une voiture de drift, et en même temps, après, au pilote de s'adapter à ce que les juges demandent, parce que même s'il y a encore la télémétrie, les juges demandent toujours des choses un petit peu bizarres et un peu contre nature au pilote. D'accord, et alors il y a une autre discipline qui est typique du Japon, c'est le toge. Alors est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste? Alors le toge, c'est vraiment une discipline, c'est encore une fois un petit peu le paradoxe avec le Japon, c'est-à-dire que c'est complètement illégal. Il n'y a pas de compétition de toge. À part les magazines qui organisent ce genre de compétition sur route fermée, tout le reste, tout ce qu'on appelle le toge, en fait, qui désigne un col de montagne tout simplement, c'est une discipline qui est complètement illégale. C'est-à-dire qu'on va se donner rendez-vous un soir sur un lieu précis, et puis on va se pousser pare-choc contre pare-choc sur les petites routes de campagne, quoi. Et forcément, le fait d'aller vite sur les routes de campagne avec des petits coupés propulsion et des fois même des petites kékards, ça entraîne forcément des petits dérapages plus ou moins contrôlés. Et c'est tout à fait impressionnant pour avoir été dans des endroits où se passaient des courses de toge. Les routes s'y prêtent vraiment. C'est-à-dire que les petites routes dans les cols de montagne au Japon, souvent, elles sont en bon état. Il y a des bankings un petit peu. Les virages sont assez impressionnants sans prendre de vitesse folle. Donc on comprend tout à fait qu'on ait envie de les prendre en glisse, et puis hop, la glisse va enclencher d'un virage à un autre. Enfin, on va pouvoir enchaîner les virages en glisse comme ça, et c'est vraiment très grisant. Ils ont vraiment les routes qui s'y prêtent, quoi. Mais j'insiste encore une fois, c'est une discipline qui est tout à fait illégale et qui vraiment a été popularisée par Initial D, bien sûr, le livreur de tofu. Et aussi les magazines japonais qui, pour juger des compétences des tuners, organisent ce genre de courses sur route fermée. Donc l'endroit le plus connu, c'est le Gunsai Toge. C'est en fait un parc sur lequel normalement les cyclistes se baladent les week-ends sur des petites routes de montagne. Et donc là, ils se l'approprient juste pour départager les meilleurs tuners. Les Japonais sont très friands ce qu'ils appellent le Sutori Totune, c'est-à-dire les voitures qui sont préparées pour la route. C'est-à-dire qu'elles ont un bon compromis entre performance et confort. C'est vraiment un truc qui leur tient beaucoup à cœur. C'est-à-dire que tous les pilotes professionnels qui écrivent pour les magazines ou qui présentent les émissions insistent bien sur le fait qu'une voiture qui sera rapide sur piste ne sera pas forcément amusante à piloter ou à conduire. Ce qui permet d'offrir un marché de pièces détachées, mais qui est complètement hallucinant. C'est-à-dire qu'il y a énormément de boutiques au Japon qui proposent leurs propres pièces. L'offre est telle qu'il y a une série de bouquins qui s'appelle les Hyper Rev, qui recense absolument toutes les pièces disponibles pour chaque modèle. Et c'est vraiment des bibles sur plusieurs volumes. C'est des bibles qui font presque 200 pages. Il y a plusieurs volumes, puisque c'est en évolution permanente, quoi. Et donc, pour chaque modèle, on trouvera son Hyper Rev qui nous permettra de nous concocter vraiment la voiture qui nous correspond le mieux. C'est vraiment un truc qui moi aussi me plaît, d'ailleurs, dans le tuning. C'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes goûts que tout le monde, quoi. Et donc, on peut se faire notre propre voiture.
D'accord, alors j'ai l'impression que le Japon c'est une espèce de paradis du tuning. Est-ce que la législation est particulièrement souple avec ça? Alors, elle l'a été, et elle tend à se raffermir quand même de plus en plus. C'est-à-dire que déjà dans les années 80, dans par exemple le manuel d'utilisation de l'AE86, la Corolla AGT, chez nous, Mhm. on avait des petites vignettes, donc ils sont très très friands aussi des illustrations pour dire ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc on l'a quand on commande des pièces, par exemple des pièces d'embrayage japonaises, XZD ou enfin de gros manufacturiers, de gros équipementiers japonais. On a des notices de montage avec des espèces de mangas et c'est assez drôle. Et pour en revenir au bouquin de l'AE86, déjà à l'époque, il disait ah si vous mettez des pneus plus larges, vous aurez plus de consommation. Ne mettez pas d'aileron, ça va ralentir votre voiture, vous allez plus consommer. Machin. Enfin, déjà, on essayait de dissuader l'acheteur de modifier sa voiture, ce que je trouve complètement fou. Et donc, ouais, maintenant, le contrôle technique, il n'est pas beaucoup plus sévère, mais c'est-à-dire que les contrôles sont beaucoup plus fréquents. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup plus de Japonais se faire contrôler pour le bruit, notamment. Mhm. Il y a beaucoup de modifs qui consistent à faire ce qu'ils appellent des échappements pour le voisinage. Alors, j'ai plus le terme exact en tête, mais Ouais. c'est typiquement une bride qu'on va mettre juste avant d'entrer à la maison pour ne pas réveiller ses Ah voisins. oui. Donc, ils sont très, très à cheval sur le bruit et sur le dépassement des roues par rapport à la carrosserie. D'accord. Parce qu'on va en venir à un autre sujet. Du coup, c'est quasiment, je pense que c'est du fétichisme pour ce qu'ils appellent le fitment, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait le moins de distance possible entre le pneu et le passage de roue. Hmm. Et c'est ce qui nous amène à un type de tuning qui est vraiment né au Japon, qui s'est vraiment exporté pardon aux États-Unis, le stance. Ouais. Donc c'est des voitures de sport avec un carrossage négatif, mais complètement aberrant. Mhm. Parfois, le pneumatique va toucher la route sur le bitume sur 50 mm, même pas, Ouais, quoi. ouais. On a tous les images effectivement des caisses posées par terre avec les pneus complètement qui sont complètement inclinés. Exactement. Et ça, c'est né vraiment de moi. Pour moi, c'est clairement du fétichisme, du fitment. C'est-à-dire qu'à la base, il fallait faire passer les plus grosses roues dans les ailes d'origine. Et donc, à partir d'un moment où c'était physiquement plus possible, ben, la seule solution, c'était de mettre du carrossage à outrance. Et ça, c'est vraiment c'est des modifs qu'on a vus sur quasiment toutes les voitures. Mhm. La S2000 qui est une voiture mais fantastique d'origine, on en a vu avec des roues, avec des déports énormes, du 10 pouces de large, avec du carrossage, des Mitsubishi Lancer, des Subaru STI. Je suis pas sûr que ça les améliore. Non, mais pas du tout. juste, juste parce que voilà, pourquoi ne pas le faire alors qu'on peut le faire? Bah, des fois, il faudrait peut-être selon moi, s'abstenir, mais voilà, ça fait partie de la culture. Bon alors, ce tuning japonais, il a peut-être atteint une espèce de sommet dans les années 80 ou 90, et particulièrement grâce à un groupe ultra secret de passionnés qui a fait beaucoup parler de lui. C'était le Midnight Club, en 3 mots. Plus de 300 km sur l'autoroute Wangan entre Tokyo et Osaka, au volant de voitures très largement modifiées. Alors il y a Ouais. beaucoup de mythes et de légendes urbaines sur ce Midnight Club. Qu'est-ce que toi tu peux nous en dire? Alors, moi, honnêtement, je ne peux pas en dire vraiment grand-chose parce que c'est vrai qu'on a entendu de tout et n'importe quoi. Ouais, Et surtout n'importe quoi. Au Japon, on n'en parle pas vraiment plus que ça dans le milieu ben, de tous les garages qu'on a fréquentés, les pilotes et tout ça. Mais par contre, il y a un truc que moi je trouve beaucoup plus fascinant. C'est un club qui s'appelle le club RH9. Ouais. Alors, le club RH9, c'est à la fin des années 90, quand les voitures, notamment les Skyline, ont commencé à devenir un petit peu techniques, un petit peu pointues niveau technologie. Il y a tout un groupe de tuners qui se sont rassemblés, qui se sont dit, bon, on va partager nos connaissances pour développer des pièces sur ces voitures. Et donc, le seul cahier des charges pour entrer dans ce club, c'était de faire des voitures qui étaient capables d'atteindre le 400 mètres départ arrêté en 9 secondes. Donc là, on est à la fin des années 90, c'est-à-dire que les Hmm. pneumatiques sont pas du tout ce qu'ils étaient maintenant. On est à l'époque où les R32 GTR, les R33 GTR sont vraiment très très populaires. Les transmissions ne sont pas non plus super fiables. Hmm. Et par contre, la particularité, c'est qu'il fallait atteindre les 400 mètres en moins de 9 secondes, mais en pneumatique routier. Ouais, c'est dément. Donc, encore une fois, ça souligne
l'aspect illégal de la chose. Et donc tout ça, c'est des tuneurs qui ont pignon sur rue et qui les soirs se rassemblaient avec un sapin de Noël comme en NHRA sur des routes de campagne ou sur des ports avec les ports avec des camions de transport qui déversent des fois un peu d'huile ou des hydrocarbures ou qui défoncent un petit peu la route, donc pas très droite ou un peu bosselée. Et il fallait atteindre le 400 mètres départ arrêté en 9 secondes en pneu routier. C'est complètement hallucinant. C'est d'un danger, mais extrême en fait. Oui, ils improvisaient un drag strip sur les docks, quoi. Exactement. Et ce qui est encore plus fou, c'est que les magazines, vidéo, papier, suivaient ce groupe de tuneurs. Et puis eux, ils étaient devant caméra et commentaient les modifications à face découverte, quoi. Tout va bien. Donc là, on a mis un turbo HKS machin, on développe une 900 chevaux. La dernière fois, j'ai cassé la boîte et tout ça. Et en toute illégalité, quoi. Et pour moi, celui qui a atteint vraiment l'apogée de cette communication sur l'illégalité, c'est vraiment Kazuhiko Nagata, le patron de Top Secret, qui lui a carrément envoyé sa voiture en Angleterre pour essayer de battre un record de vitesse sur route ouverte. Et donc, c'est ce côté de communication sur des faits qui sont complètement illégaux, moi, ça me fascine. Et donc, voilà, Top Secret, Top Fuel, Saurus, Motion Art, tout ça, c'est des garages qui ont lancé un petit peu le club RH9 et qui existent toujours, dont le but est toujours de partager les connaissances sur des nouveaux modèles, des nouvelles technologies. Par exemple, la GTR, quand elle est sortie, le premier truc qu'ils se sont fait, c'est que tous les tuneurs, tous les membres du club RH9 sont réunis. Ils ont ouvert la boîte, ils ont essayé de voir un petit peu les points faibles et tout ça. Ils ont vraiment fait du partage de connaissances pour pouvoir développer des pièces le plus rapidement possible et puis après proposer leurs propres interprétations. Et c'est vraiment un truc que je trouve assez respectable au passage, mais qui est basé encore une fois sur de l'illégalité à l'état pur. La plus totale, oui. Exactement. Et tout à fait assumé d'ailleurs, puisque passer dans des magazines vidéo très populaires, magazines papier et tout ça, quoi. Comment tu te dis qu'il s'appelle ce club ? Alors, c'est le club RH9. Alors, RH9. Le RH, ça veut dire Record Holder, et le 9, c'est pour les 9 secondes. Pas logique. Bon, alors oui, donc je reviens un peu au Midnight Club, juste pour les gens qui nous écoutent, qui connaissent pas forcément. Donc c'était en gros, alors c'était un club qui était nimbé de beaucoup de secrets, de mystères. Les membres, évidemment, ne s'affichaient pas en tant que tels. Ils faisaient des préparations de folie. Il y a notamment une des réalisations les plus célèbres, c'était une Porsche 930 Turbo Yoshida spéciale. La rumeur veut, il y a énormément de rumeurs autour du Midnight Club, mais la rumeur veut que son propriétaire avait investi $2 millions pour la préparer, truc complètement démentiel. Les gars, c'était des promoteurs immobiliers, des avocats, des gens très propres sur eux, mais qui se lâchaient complètement. Et leur sport, surtout, c'était de taper plus de 300 km/h pendant au moins un quart d'heure d'affilée, donc sur l'autoroute côtière entre Tokyo et Osaka. Et ça s'est pas très très bien terminé. Ça s'est terminé sur un crash. Non, tout à fait. Où il y a eu 2 motards d'un gang de bikers local qui ont été tués. Et là, du jour au lendemain, ils ont arrêté parce que c'était quand même des gens qui étaient pas complètement timbrés, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Ils attachaient quand même une certaine importance à la sécurité. Eux, ils se voyaient pas comme des foufous, ils se voyaient comme des metteurs au point. Et donc voilà. Donc c'est très intéressant. Alors je suis tombé sur parce que je fais un podcast, mais j'en écoute aussi d'autres, sur un épisode du podcast américain Past Gas de Donut Media. Ils ont fait un épisode ou 2, je sais plus, consacré au Midnight Club, où justement ils racontent ça, où ils déconstruisent aussi pas mal de clichés, parce qu'il paraît qu'en gros tout ce qui est écrit sur la Wikipédia sur le Midnight Club c'est complètement faux. Donc voilà, si vous parlez anglais, enfin si vous comprenez l'anglais, je vous recommande chaudement cet épisode de Pass Gas. Peut-être que je le mettrai en lien dans la description de ce podcast, mais voilà, le Midnight Club, c'était intéressant. Et ce qui est aussi très intéressant, c'était de voir que ces voitures, avant d'être jetées sur route ouverte comme ça, faisaient quand même des petits essais sur l'anneau de vitesse de Yatabe. Donc il y a pas mal de photos de voitures de membres avec le sticker sur l'anneau de vitesse de Yatabe. Donc ça veut dire que c'était pas non plus des gens qui faisaient n'importe quoi. Oui, ils testaient un petit peu avant d'aller sur route ouverte quand même. Parce que 300 km/h, c'est pas rien, surtout dans des autos qui sont, je le rappelle quand même, c'était il y a déjà pas mal d'années, quoi, et donc c'était pas les mêmes autos, c'était pas les mêmes thématiques et tout ça, quoi. Oui, à l'époque, c'était vraiment quelque chose. À l'époque, les caisses qui dépassaient les 300, il n'y en avait pas des masses, et non. Aujourd'hui, t'as l'impression que n'importe quelle caisse est capable d'atteindre les 300, mais à l'époque, c'était vraiment exceptionnel.
une Honda Civic maintenant. Un peu énervé, avec bien préparé par un illuminé japonais, oui, doit forcément dépasser les 300, ouais. Ouais. Bon, alors, est-ce que c'est lié à ça? Toujours est-il qu'en 1988, les grands constructeurs japonais sont accordés, alors sous la pression des autorités, ils n'ont pas décidé tout seuls, de brider leurs véhicules à 280 chevaux et 180 km/h. Alors, ça aurait pu complètement tuer l'industrie des sportifs japonaises, mais j'ai l'impression que c'est un peu l'exact inverse qui s'est produit. Comment ça se fait? Et ben alors, c'est que depuis les années 70, il y a vraiment une culture de la préparation. Et alors qu'en France, nous, tout ce qui était modification de voitures, c'était réservé à la compétition, vraiment au domaine de la compétition. On a eu des grands préparateurs, mais c'était vraiment pour la compétition. Et en 73, déjà, on voit Mugen et HKS qui commencent à pointer le bout de leur nez, et qui, même si Mugen a été axé compétition, HKS s'est mis à proposer des produits qui étaient destinés à la route. Donc 73, après on arrive dans les années 80, donc on va dire les années turbo. Donc on commence dès les années 70 à avoir cette culture de la modification. Et donc les constructeurs, quand ils mettent au point une Skyline R32, ils ont ça en tête. C'est forcé. Ils savent qu'il y a des gens qui vont exploiter le potentiel qu'ils vont mettre dans leur voiture. Et donc ça, je pense que c'est ce qui a contribué au fait que cette réglementation n'a pas du tout tué les sportifs japonaises. C'est-à-dire que déjà, dès les années 70, on avait cette espèce de culture de modification pour la route, pas seulement pour la compétition. On commençait à avoir des catalogues assez étoffés pour préparer des voitures. Et donc, ça posait absolument aucun problème, quoi. Ça faisait vraiment déjà partie de la culture automobile. Donc, en gros, les voitures qui étaient vendues en concession, c'était juste des bases de travail, quoi. Ouais, voilà. Ce qui est aussi fou au Japon, c'est la réactivité qu'ont les tuneurs à proposer des pièces. Bon, maintenant, c'est encore plus marquant. C'est-à-dire que Toyota, par exemple, quand ils vont sortir la Supra, ils vont carrément en donner à HKS ou à des drifters professionnels. Parce qu'ils savent que du coup ça va faire de la communication quand on va dire ouais voilà il y a une Supra qui fait 1000 chevaux machin. Mais c'est-à-dire qu'ils anticipent, mais avant la sortie ils vont envoyer des voitures à tout un tas de personnalités de tuneurs ou de pilotes qui eux vont déjà commencer à préparer des pièces pour la tuner après quoi. Et c'est vraiment de plus en plus tôt dans la sortie du véhicule, j'ai l'impression. De toute manière, je crois que la limitation à 280 chevaux a été à sauter il y a déjà pas mal d'années. Oui, tout à fait. Ils ont maintenu la bride à 180 km/h, mais par contre, maintenant, on peut avoir 1000 chevaux sans problème. Exactement. Bon, alors là, on a parlé du tuning, on va dire, clean, des mecs qui savent un peu ce qu'ils font et tout, mais le Japon, c'est aussi des tendances tuning complètement délirantes. On a tous des images de voitures bariolées avec des échappements qui montent jusqu'au 3e étage et des ailerons à triple étagère. Ouais. C'est quoi ce délire-là? C'est vraiment c'est vraiment pour lâcher prise et pour montrer un petit peu son excentricité, pardon. Ce qu'il y a, c'est que au Japon, on a un système de plaques provisoires qui permet à quasiment toutes sortes de véhicules de circuler. Et puis avec l'avènement des réseaux sociaux, c'est à celui qui en jettera le plus possible à la face du monde, quoi. C'est-à-dire que si on veut vraiment, comme disent les jeunes, percer, il suffisait, parce que maintenant c'est pareil, les réunions à Daikoku sont un peu plus encadrées. À Daikoku PA, donc Daikoku PA, c'est parking area. C'est un parking où se rassemble énormément de passionnés automobiles. Par exemple, il y a le 86 Day, il y a le RX7 Day, et à chaque fois les gens se donnent rendez-vous là-bas à Daikoku. Et donc c'est l'un des meilleurs moyens pour montrer qu'on existe. Et donc du coup ça donne lieu à des modifications vraiment extrêmes. Donc du coup on a eu les Bosozoku avec des voitures qu'ils n'hésitent pas à couper vraiment à la scie circulaire pour en faire des cabriolets, donc avec des échappements qui passent au-dessus de la cabine.
assez fou, c'est que ça s'accompagne, c'est vraiment une culture à part entière. Ça s'accompagne d'une discipline qu'on n'a pas l'habitude de voir, qui consiste à faire de la musique avec la voiture. C'est-à-dire que avec tout un jeu subtil d'embrayage et d'accélérateur, en ayant bien sûr au préalable ajusté l'acoustique de son échappement grâce à des systèmes de résonateurs pour garder que les fréquences vraiment stridentes qui vont bien s'entendre de loin et qui vont bien impressionner les foules. Et ben on peut orchestrer des petites mélodies en faisant ce qu'on appelle une takoyaki dance, une taco dance, c'est-à-dire une danse du poulpe où on va remuer les bras de haut en bas de manière assez spéciale sur un cabriolet lancé sur l'autoroute. C'est assez particulier et c'est vraiment un pan de la culture automobile japonaise qu'on trouve pas ailleurs du coup. Ouais, je te confirme. Mais du coup l'inspiration vient quand même de la compétition hein, des années 70, les super silhouettes, les Silvia, qui avaient des énormes splitters devant, des énormes ailerons, des carrosseries vraiment très très acérées, carrées, et tout ça on le retrouve dans ces voitures de Bosozoku. Et ce qui est dingue encore une fois, c'est que niveau amortissement il y a rien, c'est-à-dire que c'est vraiment des bouts de bois, et les routes au Japon, il faut savoir qu'il y a énormément de ponts, et donc comme c'est un pays qui est sujet au séisme, il y a des raccords partout, et les raccords ils sont quand même assez balèzes, et donc du coup tous les raccords on les sent, même dans une voiture normale on les sent vraiment quoi. Alors là, sachant que les mecs, pour avoir le fitment parfait, mettent des ressorts de 22 kilos. Là, j'ai vu récemment un gars qui avait mis des ressorts de 40 kilos sur une Honda Civic. Enfin bref, et les gars roulent comme ça sur l'autoroute. Enfin, je sais pas comment ils font pour avoir toutes leurs dents encore. Bon là, il y a d'autres. Alors, il y a d'autres délires, d'autres tendances. Qu'est-ce que c'est que l'Itacha, par exemple ? Alors l'Itacha, ça consiste à complètement recouvrir sa voiture de stickers. Enfin, c'est pas un sticker, c'est un covering complet, quoi. Alors souvent, ça va être des idoles, des personnalités de jeux vidéo, et c'est un phénomène qu'on peut voir partout, et jusqu'en compétition. C'est-à-dire qu'en Super GT, il y a le team Good Smile Racing qui, lui, a des voitures complètement itachaisées, quoi. Avec notamment la chanteuse virtuelle Hatsune Miku, donc qui est une chanteuse virtuelle qui n'existe pas, et qui rencontre un succès énorme au Japon. Et donc, je crois qu'on a résumé le Japon là, en une phrase. Là, on a résumé le Japon. Le mec qui décore sa voiture complètement en compétition avec la figurine d'une chanteuse qui n'existe pas. Je crois que voilà, t'as résumé le Japon. Exactement. Et c'est vraiment en plus une écurie sérieuse qui gagne, qui est vraiment implantée depuis des années. Et c'est vraiment pour dire, pour montrer l'étendue de cette culture de l'Itacha, c'est-à-dire qu'on la retrouve vraiment dans la rue, sur des kei-cars, sur des voitures un peu de pistes amateurs, sur des camions aussi. Enfin, on trouve vraiment partout ce phénomène d'Itacha, quoi, jusqu'en compétition. C'est ça qui est complètement dingue. Ah bah justement, tu parlais de camions, il y a aussi le Dekotora. Oui, le Dekotora, donc qui consiste à vraiment décorer les camions de manière outrancière, hein, je pense qu'on peut dire. Oui, complètement, ouais. Et des fois, on se demande même s'ils n'ont pas besoin d'une centrale nucléaire pour alimenter tous les consommables qu'ils ajoutent, notamment de néons, de lumière, d'écrans de télé. Alors, si ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas, si vous êtes pas au volant, bien sûr, hein, parce que si vous êtes au volant, gardez vos mains sur le volant. Mais si jamais vous êtes chez vous, sur votre téléphone ou autre, refaites une recherche, hein, Dekotora sur internet, dans Dekotora. Vous allez tomber sur des trucs qui font un peu mal aux yeux, mais j'avoue que ça mérite d'être vu quand même. Mais alors, il y a le fait de les voir sur internet, mais il y a le fait de les croiser ou de les doubler sur la route. et là, c'est vraiment autre chose, parce que je crois qu'on se rend pas compte de la dimension outrancière de la chose, quoi. Quand on est sur route, on a vraiment l'impression de voir pas un ovni du coup, mais un orni plutôt. Et c'est des choses qu'on voit pas en France, quoi. Ouais, c'est un char de fête foraine, un char de 14 juillet, quoi. Exactement. Voilà, qui se déplace sur la route en même temps que nous, quoi. C'est vraiment impressionnant, quoi. D'ailleurs, en parlant de télé, juste, je voudrais revenir là-dessus. Ouais. Moi, je suis assez choqué de voir le nombre de personnes qui, justement, ont les yeux posés sur leur smartphone au volant.
Mais il faut savoir un truc, c'est qu'au Japon, il y a depuis des années, il y a énormément de gens qui mettent la télé dans leur voiture et c'est quelque chose de normal. C'est fou. Avoir la télé dans son véhicule, c'est normal. Mais je veux Voilà, dire, c'est légal, quoi? Ah non, pas du tout. Non, non, Ah, normalement, d'accord, tu m'as fait peur quand même. non, normalement, il faut actionner le frein à main, il y a une sécurité ou mettre le sélecteur sur la position P Ouais. pour les boîtes auto. Mais non, ça se hack très très facilement. Et c'est très très commun d'avoir la télé, de regarder son concert ou d'avoir un Dragon Ball ou en conduisant. Alors ceci dit, je suis jamais allé au Japon, mais ce qu'on m'a dit, c'est que le trafic là-bas, c'est une horreur, c'est pire que Los Angeles apparemment. Enfin, j'ai plein de gens qui m'ont dit on dépasse pas le 30 à l'heure, c'est pas possible parce qu'il y a tellement de monde que c'est l'enfer. Donc c'est peut-être ça, ils s'emmerdent tellement dans les embouteillages que finalement ils regardent la télé, quoi. Oui, oui, ils vont pas très vite dans les embouteillages. Du coup, voilà. Après, c'est pas très dangereux à ces vitesses-là, mais je ne cautionne pas du tout. Je ne Oui, cautionne pas non, du tout. ça fait un peu désordre quand même. Mais oui, effectivement, ça peut expliquer ça. Et surtout le fait que, contrairement à la France, le Japon, comme les États-Unis et comme bien d'autres pays, ont vraiment eu très tôt énormément de boîtes de vitesse automatiques. Mhm. Et donc, ça peut aussi un petit peu expliquer le fait qu'on soit un peu plus cool au volant, quoi, plus relâché, on va dire. Alors on parlait du Decotola pour les camions, mais en fait le tuning japonais il épargne pas non plus les supercars européennes, italiennes notamment. Et enfin c'est pas rare de croiser dans les grandes villes japonaises des Lamborghini ou des Ferrari bardés de néon qui font beaucoup de bruit et qui sont dans des couleurs assez étranges. Alors, pas rare, j'irai pas jusque-là. Ouais. Mais il se peut que dans certains quartiers, effectivement, dans certains quartiers, les week-ends, oui, on est affaire à des supercars qui soient bariolés de néons, de couleurs flashy, d'autres de stickers holographiques, etc., etc. Et donc ça, c'est pareil, c'est vraiment les gens le font pour eux déjà à la base, je pense, mais aussi surtout pour un petit peu pour les autres, pour faire de l'animation, pour partager leur création à d'autres gens. Et ce qui est impressionnant aussi, c'est que c'est quand ils se baladent en bande, en troupe. Donc c'est pareil, sur l'autoroute, quand on a 4-5 Lamborghini complètement flashy avec des néons qui vous doublent, c'est encore une fois, c'est une expérience complètement incroyable. C'est marrant parce qu'on a l'impression il y a pas de sacré quoi au Japon. Je sais pas, Non, que non, ce soit aux États-Unis ou en Europe, ça viendrait pas à l'idée de quelqu'un de coller des néons sur une Lamborghini ou une exactement. Ferrari, mais j'ai l'impression que là-bas en fait, voilà, y a pas Il y a- d'icône quoi. Non, 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 justement, il y a pas on va dire, encore une fois, de fétichisme de la supercar italienne qu'il faut pas Hmm. toucher. Et c'est pareil sur les Porsche. On en a vu avec des kits énormes, des kits larges énormes. Ça pose aucun problème. Ça pose absolument aucun problème, quoi. Il y en a qui verraient du saccage, ni plus ni moins, et eux, ils s'en foutent. Voilà. Après tout, c'est leur voiture, ils font bien ce qu'ils veulent, et voilà. Mais après, ce qui est marrant par contre, c'est que il y a d'autres tuneurs comme par exemple Rocky Auto, qui eux vont s'attaquer à des voitures, et là, ça va être un peu plus des voitures japonaises, donc des Datsun, des 240Z, des choses comme ça, qui vont leur greffer des moteurs de Skyline dedans, de R34, de R33, Mhm. et ils vont vraiment les moderniser, mettre des pièces en carbone qui vont repeindre, ou des moteurs vraiment à injection beaucoup plus récents et tout ça. Et chez certaines personnes, au Japon, ça va plus choquer que, par exemple, une Lamborghini avec des néons, quoi. Donc tout ce qui est un peu plus domestique, enfin JDM, enfin marché local, quand on s'y attaque de manière un peu trop décalée, ça dérange plus, j'ai l'impression, que sur des étrangères, quoi. C'est marrant parce que le resto mode aux États-Unis ou en Europe, c'est vraiment un truc qui est en train de monter très fort, on le voit bien. Même d'ailleurs chez Mhm. certains constructeurs, on a vu récemment Volvo avec une Polestar P1800 complètement démente. Ouais. Et alors là-bas, par contre, visiblement, c'est pas trop la tendance, quoi. Justement, Rocky Auto, eux, le font depuis des dizaines et des dizaines d'années. Et ils ont même voulu s'attaquer à une Toyota 2000 GT. Oula, Donc, voilà. la Donc, Joconde des japonaises, quoi. exactement. Et donc là, il y a eu une petite réticence quand même. Donc, ce qui les a poussés à faire des répliques, donc en hybride. Donc, au Japon, on a des 3000 GT
alors j'ai plus le nom exact qu'ils ont donné, mais on a des 3000 GT hybrides. Et il y en a même une complètement électrique. Elles ont des airbags. Ils ont fait des éco-runs avec. Enfin, c'est vraiment fou, quoi. Et c'est une réplique assez fidèle, d'ailleurs, hein. C'est Rocky Auto qui fait ça. Rocky, plus loin, Auto. Comme Rocky Balboa. Et je vous conseille vraiment de voir les réalisations, elles valent vraiment le détour. Et c'est de la resto mode. C'est un terme avec lequel j'ai un peu de mal, le resto mode. Ouais. Même si c'est bien un truc enfin, c'est bien précis et tout ça, mais pour moi, c'est un peu une manière de rendre un peu snob le tuning, on va dire. Parce que le tuning, c'est tellement large. C'est vrai qu'il faut mettre des cases quand même. Mais je veux dire, il y a plein de gens qui faisaient du resto mode avant qu'on appelle ça comme ça, je pense. Enfin, pas forcément au Japon, mais pas un peu partout, quoi. C'est vrai que ça me plaît beaucoup. Bon, il y a un autre aspect assez méconnu, du moins chez nous, de l'automobile japonaise, ce sont les limousines. Alors, elle s'appelle Toyota Century, avant il y avait une Nissan President, c'est un peu les équivalents JDM, comme tu dis, d'une Mercedes Classe S ou d'une BMW Série 7, des modèles qui ne sont Tout à vendus fait. qu'au Japon. Pourquoi ? Alors, il y en a certaines qui ont été vendues un peu partout dans le monde sous l'étiquette Lexus, Mhm, donc avec la LS600H, la LS600HL. mhm, Mais je pense que c'est surtout un côté fierté pour se dire, voilà, nous on a aussi notre étendard de luxe, notre vitrine du savoir-faire à la japonaise, et pour se dire vraiment, c'est un truc qu'on sait faire et qu'on va garder pour nous, quoi. Parce que c'est vrai que de l'autre côté du Pacifique, il y a une concurrence qui est plutôt rude avec les Allemands. Mais c'est vrai que déjà quand on voit les modèles très très luxueux japonais, le marché en Europe, c'est pas fou, quoi. Enfin, je veux dire, il y en a plus d'ailleurs de voitures de luxe japonaises. Donc c'est vrai que du coup, ils se gardent pour leur marché local leur pépite, on va dire. Avec des fois des moteurs V12. Hein. Oui, notamment un moteur V12 qu'on a retrouvé dans une Supra préparée par Top Secret, Forcément. bien sûr, avec des bielles de B18, c'est un moteur de Honda, enfin bref, une soupe complètement dingue. Mais oui, avec un V12, et c'est vraiment une auto que j'aimerais conduire pour le coup, parce que j'ai toujours le souvenir des Lexus des années 2000, qui sont pour moi vraiment l'apogée du raffinement et du luxe et de Lexus. Parce que après, selon moi, au milieu des années 2000, 2010, ça a commencé un petit peu à descendre en qualité. Mhm. Et, euh, et donc, une Century, j'aimerais vraiment, vraiment avoir cette expérience-là parce que ça doit être complètement dingue. Bah oui, surtout Vraiment. qu'en plus, dans l'habitacle, c'est extrêmement dépaysant parce que, a priori, les Japonais, ils aiment pas trop le cuir parce que ça fait du bruit quand on s'installe dedans. Donc, ils Ouais, préfèrent donc, avoir des sièges en velours ou en laine. tout à Ils fait. ont aussi des petits rideaux aux fenêtres, ou des petits rideaux en broderie. Voilà, qui peuvent se déplier automatiquement. On est quand même très loin du en- luxe tel qu'on l'imagine en Occident, quoi. C'est drôle. Les broderies aux non, fenêtres, chez nous, c'est plutôt pour la maison de mamie, quoi. exactement, donc il y a un petit côté un petit peu kitsch, mais qui est très présent au Japon. On peut le voir dans certains restaurants ou en se baladant. Donc, il y a vraiment ce côté vintage kitsch qui est un peu synonyme de luxe. Ouais, à l'autre bout du spectre, on a les K-Cars. Alors les K-Cars, Voilà, c'est très normé, il faut qu'elles fassent moins de 3,40 m de long et une cylindrée maximum tout de à fait. 660 cm3. Elles sont très populaires au Japon, mais pourquoi il y a des avantages pratiques, une fiscalité avantageuse, comment ça marche ? Bah alors, il y a énormément de fiscalité avantageuse, notamment sur le poids, sur l'encombrement. Donc, tout ça, par effet boule de neige, ça engendre des assurances beaucoup moins chères. Du coup, on a accès à des parkings en centre-ville, dont les autres voitures n'ont pas accès. Mhm. Et c'est vraiment très, très avantageux d'avoir une K-Car au Japon. Les constructeurs, du coup, ils se sont dit, c'est pas parce que on va jouir d'avantages fiscaux qu'on va s'ennuyer au volant. Mhm. Donc, ils ont fait des K-Cars de sport. Donc, on a Mhm. la Suzuki Cappuccino, Mhm. on a la Organite. Z1, la Z1 qui est très très emblématique avec ses porte-papillons. Et toutes ces voitures-là, qui sont extrêmement ludiques et très fun à conduire, offrent en plus tous les avantages fiscaux des K-Cars qui ont l'air plutôt chiants, on va dire. Mhm. Et ça, c'est vraiment un truc qui, moi, me plaît énormément. C'est-à-dire qu'on peut concilier l'utile et l'agréable, et c'est vraiment chouette. Et en même temps, aussi, les K-Cars normales, hein, celles qui sont plutôt ennuyantes, malgré leur petite taille, elles ont une habitabilité qui est vraiment exceptionnelle par rapport à ce qu'on voit
de l'extérieur. Ouais. Il y en a, Même pour des Européens. même pour des Européens, Parce que j'ai toujours sans tendance à problème. penser que les Kaikars, elles sont taillées pour le japonais moyen qui doit faire allez, 15 cm de moins que la moyenne occidentale, on va dire. Oui, après dans les coupés, c'est sûr que on aura peut-être un petit peu plus de mal à être à l'aise, mais dans les autres, par contre, non. J'ai un ami qui est là-bas, qui a aménagé sa petite Kekar pour faire des road trips. Donc il a monté un lit derrière. Enfin voilà, il est vraiment vraiment équipé pour faire de longs road trips quoi, dans sa petite Kekar. Et c'est vraiment un truc que je trouve vraiment vraiment cool. Et j'aimerais bien en voir davantage en Europe et en France. Je pense que ça pourrait régler pas mal de soucis. Enfin, c'est marrant, c'est qu'on a Vraiment. vraiment l'impression que c'est un univers à part, les K-Cars, et que, en fait, oui, comme tu dis, tu peux avoir un monospace chiant, mais tu peux avoir des petits coupés, des petits cabriolets, des petites GTI. C'est une Eh ben, on a sous-famille, même quoi. des 4x4. Ouais, On a des tout-terrains avec le Jimny. Et ce c'est qui est vrai. fou, encore une fois, c'est que bien sûr, le tuning passe là-dessus et la compétition aussi. Donc, on a des K-cars de dragster. On a des Jimny de piste. On a des Jimny qui font aussi du 400 mètres départ arrêté. Enfin, le Celoyon, comme ils appellent ça. Et le pire, c'est que les K-cars, quand elles se frottent à plus grosses, elles sont pas du tout ridicules. Parce qu'il faut savoir qu'au Japon, quand on parle de circuit au Japon, on a le Fuji Speedway, on a Mhm. Suzuka en tête, donc qui sont des grands circuits de F1, bien que Suzuka soit vraiment assez serré en fait quand on est dessus. Mais il y a énormément de circuits dans l'archipel japonais. C'est vraiment incroyable et c'est des petits circuits pour la plupart. Mhm. Et c'est le terrain de jeu rêvé pour les kékars un peu préparés quoi. Mhm. C'est vraiment là où on peut les faire briller. Et puis pareil, évidemment, il y a énormément de pièces pour les tuner, donc les gens s'en donnent à cœur joie. Bon, il y a aussi un truc qu'on connaît peu, c'est que les Japonais, je crois qu'ils aiment bien la France, ils aiment bien l'art de vivre à la française, et du coup, ils aiment bien aussi les voitures françaises, et notamment les anciennes. Alors oui, ils aiment bien les anciennes, mais selon moi, ce qui est beaucoup plus populaire en matière de française, c'est les voitures que nous, on trouve complètement bateau, complètement Ouais. ringarde. Une BX. Une BX au Japon, c'est waouh, C'est c'est le le must. top. Ah ouais, ouais, non, il y a vraiment tout un noyau dur de passionnés de françaises, notamment PSA, des années allez, fin 80 jusque maintenant, quoi. On a vu des Lutetia RS, il y a des Mm. préparateurs qui sont spécialisés dans la Lutetia, qui font des échappements titane de malades Ah, la de Lutetia, c'est la voitures. Clio, le nom de la C'est- Clio au Japon, hein. Voilà. Et il y avait même des séries limitées spéciales de Twingo RS. Donc je crois que c'était la Coupe des Alpes, il me semble. Toujours avec des noms un peu Eh oui. un peu clichés. Mais ouais, il y a une énorme effervescence sur les young timers français, quoi, mais pas forcément sportifs ou quoi. Après, c'est vrai, bien sûr, il y aura des garagistes spécialisés dans les vieilles dames françaises, dans la 2 chevaux, dans les CX, Mhm. des choses comme ça, quoi. Mais moi, ce que je vois le plus, c'est vraiment les young timers français. Et donc, ce qui me fait beaucoup rire, c'est sur les réseaux sociaux quand ils partagent leur déboire. Quand ils partagent une panne avec leur voiture, c'est génial. À chaque fois où ils prennent une photo d'une tache d'huile ou la voiture en warning sur le bord de l'autoroute. Et puis alors trouver des pièces pour une BX au Japon, ça doit pas être facile. Non, ça doit pas être facile, mais bon, je leur fais confiance parce que c'est toujours pareil. Hein, il y a des communautés de fanas partout, quoi. Oui. Donc, ça doit pas être, ça doit être beaucoup moins compliqué qu'avant, on va dire, pour trouver des pièces de françaises là-bas, quoi. Mais ce qui est vraiment marrant aussi, c'est ils ont un truc, c'est de conserver une plaque française Oui. et d'accoler au-dessus la plaque japonaise. Mm. Et c'est complètement marrant parce que c'est exactement ce que nous on fait quand on est fan de voitures japonaises en France. On va mettre par exemple l'équivalent du A japonais sur nos voitures ou des tas de babioles qu'on trouve que là-bas, des trucs qui veulent rien dire, des assurances, des bouts d'assurance, des trucs dans le genre. Et eux font pareil quoi, avec des A, avec des trucs dans le genre. Mm. Ça c'est drôle. Et ce qui est aussi fascinant, c'est ils ont les bases françaises, mais ils vont les tuner à la sauce japonaise. Vraiment, c'est-à-dire qu'ils vont mettre tous les accessoires qu'ils peuvent, qui viennent du Japon. Par exemple, des jantes typiquement japonaises, des Rays, Oui. des Advan, des
des trucs qui sont typiquement japonais et ça leur donne un look qui nous semble très exotique, alors que c'est des voitures qu'on connaît parfaitement. Et le fait qu'ils apportent leur touche avec même des pneumatiques japonais qu'on trouve que là-bas, parce que ils sont aussi friands des pneus de sport, et donc par exemple Dunlop ont une gamme de pneumatiques spécialement réservées au marché japonais, des semi-slick. Et donc des fois quand on voit des voitures françaises équipées de ce genre de pneus et des jantes japonaises, ça fait vraiment un côté exotique qui nous ferait réapprécier la voiture, on va dire. Vraiment, c'est un truc que j'aime beaucoup. Bon, écoute Georges, merci. Je crois qu'avec toi, on a fait une jolie plongée dans l'univers automobile japonais. Où est-ce qu'on te retrouve sur les réseaux sociaux, Georges ? Alors, on me retrouve sur Twitter et sur Papot's Garage sur Facebook, où je partage un petit peu des faits d'actualité drôles, les nouvelles tendances un petit peu justement de la car culture japonaise. Pour citer un exemple, on avait des K-cars avec double essieu à l'arrière. Ouais. Donc c'est un truc qu'on commence à voir. Donc faut s'imaginer un petit peu le gros truck américain avec double essieu derrière, roue jumelée, machin. Et là, ce truc-là appliqué à une K-car. Donc c'est totalement ridicule. À l'échelle d'un car, quoi. Voilà, exactement. Mais c'est un truc qui est en train de voir le jour. Papot's Garage. Bon, pareil, je mettrai ça dans la description. Voilà. Écoute, merci Georges. On pourrait encore parler de plein de choses et de toute manière, je te réinviterai. Tu vois, je fais pas les 4 questions traditionnelles parce que c'était plus un sujet sur la car culture en général au Japon et je sais que tu as des expériences japonaises, tu les as évoquées et on en reparlera une prochaine fois. Je te réinviterai dans ce podcast. Et à ce moment-là, on pourra aussi répondre à une question de Victor qui se demandait quelle était ta génération préférée de GTR. On apportera ta réponse à cette question absolument fondamentale dans un prochain épisode quand tu reviendras. En tout cas, merci beaucoup Georges et à bientôt. Merci beaucoup à toi et à bientôt. Merci, ciao. Ciao. Et voilà, c'est ainsi que se conclut cet épisode 23 d'Histoire d'Auto en forme de voyage au Japon. Je pense que là, on vous a bien dépaysé. Alors, j'aimerais bien savoir ce que vous pensez de ces épisodes un petit peu thématiques, comme celui que j'avais consacré avec Bertrand Rakoto à Détroit. Pour me contacter, c'est simple, il y a les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, aussi le mail histoiredauto@gmail.com. Par ailleurs, je vous invite également à vous abonner à ce podcast sur toutes les plateformes habituelles et aussi maintenant sur YouTube. Enfin, n'oubliez pas, Histoire d'Auto, c'est un épisode tous les 1er et 15 du mois. Je vous donne donc rendez-vous le 1er juin pour la suite des aventures. D'ici là, je vous souhaite bonne route et à bientôt. Ciao.